plus facile. J'ai vu que tout le monde arrivait à parler presque normalement, à travailler, à se rencontrer. Et ça m'a fait un bien énorme. Et Madame Biage, vous vivez davantage dans le monde des sourds ou dans celui des entendants? Ou est-ce que c'est à peu près équilibré? Dans votre vie, vous voyez davantage de sourds ou davantage d'entendants? La même chose. Pareil. La même chose. Je rencontre, forcément, je suis secrétaire générale de l'association, alors j'ai beaucoup plus de contacts, mais une fois par semaine. Et en plus, nous avons formé un petit groupe amical de devenus sourds, mais je vais aussi beaucoup chez les entendants. Je voudrais me tourner maintenant vers Monsieur Caspar, qui est un autre exemple. Monsieur Caspar, vous souhaitez rester uniquement dans le monde des entendants? Ah oui, parfaitement. Oui, parfaitement. Racontez-nous votre histoire. Vous êtes sourd de naissance, oui, mais on ne s'est aperçu de votre surdité qu'à l'âge de 12 ans, je crois. oui, c'est ça, c'est ça. Comment cela a-t-il été possible, ça? C'est-à-dire que le petit film qui tout à l'heure que vous avez projeté montrait bien les sons qu'il y avait dans Sur. Je sais pas, c'est peut-être l'intelligence de moi quoi, qui fait que je me faisais des codes de sons que j'entendais, quoi. Et je m'exprimais comme ça. Vous êtes appareillé maintenant? Appareillé depuis l'âge de 15 ans. Et vous avez une très bonne récupération grâce à votre appareil? Ah oui, j'ai un appareil maintenant qui amplifie bien les sons, qui me fait moins travailler le cerveau, qui fait qu'ils arrivent à mieux parler comme les entendants, quoi. Et vous pouvez aussi suivre une conversation de groupe? De groupe, quand c'est à peu près stable. Oui. Mais si c'est une grande salle, il y a beaucoup de monde, je n'arrive pas à départager les sons, vraiment de parler uniquement. Que je parle avec une personne, puis 2, 3 personnes, mais en groupe, non, c'est pas possible. Que faites-vous comme métier, Monsieur Caspar? Je suis joaillier. Et vous avez un petit garçon qui est sourd aussi. Oui. Comment vous y prenez-vous avec lui pour communiquer? Il a 5 ans maintenant. Normalement. C'est-à-dire que j'ai fait tout de suite le nécessaire dès la naissance de l'enfant, il a 18 mois, par là. Appareillage? Oui. Mais c'est-à-dire, au début, je ne pensais pas que mon enfant était sûr. Je croyais qu'il était normal. Pour moi, je croyais que c'était un accident. Mais mon fils est sûr, je ne pouvais pas imaginer. Alors, j'ai fait le nécessaire, un appareillé de 2 oreilles, puis une orthophonique pendant 1 an, une éducation précoce. Et il parle? Et il parle. Maintenant? Parce que le problème au départ, c'est qu'il parle. Est-ce qu'il va parler? Parce qu'il peut bien avoir les appareils, il ne s'adapte pas avec l'appareil, et il se demande ce qui se passe dès que la naissance, il y a un bruit qui rentre dans l'oreille, qu'est-ce que c'est? De ne pas l'accepter non plus. Oui. Alors qu'il parle tout à fait normalement maintenant, un enfant normal, et il va à l'école maternelle comme tout le monde. Merci, Monsieur Caspar. Madame Dabou, après ces témoignages, vous qui avez l'habitude de vous occuper de petits enfants sourds, on ne peut pas dire qu'il y ait une méthode idéale d'éducation pour un enfant ou pour un adulte devenu sourd entre les signes, la lecture labiale et une autre méthode que nous verrons tout à l'heure. Absolument pas, parce que chaque enfant est différent. Il naît dans une famille différente, avec des parents qui peut-être naturellement s'expriment facilement avec des gestes, avec leur corps, ou d'autres qui sont beaucoup plus oraux, qui vont parler sans faire de gestes. Et puis vous avez des enfants sourds qui ont des courbes auditives très différentes. Bien sûr, les degrés de surdité. Les degrés de surdité sont très différents. Et il y a un fossé entre un sourd profond qui n'entend rien et un sourd sévère qui, vous l'avez entendu tout à l'heure dans l'enregistrement. Bien sûr. Et puis il y a aussi
l'âge d'apparition de la surdité. Quelquefois, la surdité n'apparaît pas à la naissance tout à fait, mais dans les premiers mois. Et alors, quand l'enfant a entendu un peu le langage, il est beaucoup plus prêt à communiquer oralement. Est-ce que, dans votre expérience professionnelle, vous avez constaté d'énormes erreurs à ne pas commettre? Oh, oui. Une communication tardive Oui, des erreurs du côté des parents d'abord, qui sont pas mal avertis et qui se disent, puisque mon enfant est sourd, ce n'est plus la peine de lui parler. Oui. Alors qu'il coupe toute communication. Alors on dit toujours aux parents, portez l'enfant, chantez avec lui, racontez-lui des histoires pour qu'il entende un peu quelque chose, qu'il voit vos lèvres, etc. Et puis il y a aussi les erreurs des orthophonistes parfois qui veulent démutiser le tout jeune enfant par des méthodes assez scolaires et contraignantes et qui n'attendent pas que l'enfant ait envie de parler. Et souvent, ça fait des catastrophes parce que l'enfant se bloque. Oui, bien sûr. Alors, plusieurs méthodes sont donc à la disposition des personnes sourdes. Nous allons les voir dans un instant. Mais je voudrais rapidement vous préciser quelques chiffres qui vont apparaître sur l'écran. Sachez que plus de 3 500 000 personnes en France souffrent de surdité à des degrés divers. 450 000 de ces personnes ont moins de 18 ans. 1 million de personnes ont entre 18 et 65 ans. Et à partir de 65 ans, une personne sur 3 est atteinte de déficience auditive, soit 2 400 000 personnes. 10% d'entre elles, de la population française seulement, est appareillée et quelle que soit l'amélioration qu'apporte une prothèse, la lecture labiale est bien souvent indispensable. Nous allons donc voir maintenant l'effort que représente l'apprentissage de la lecture labiale pour des personnes devenues ou devenant sourdes. Nous sommes allés filmer le cours de Madame Garrick à l'Institut Saint-Jacques à Paris. Et ensuite, dans le même reportage, à la demande de Monsieur Henry, qui, vous vous en souvenez sûrement, était présent sur le plateau la dernière fois, vous assisterez à une conversation entre lui et l'une de ses amies, devenue sourde également, puis à une reconstitution de ce que permet de saisir la lecture labiale. Regardez leurs difficultés. Monsieur, pourquoi venez-vous ici à ce cours de lecture sur les lèvres? Parce que je suis cas d'un entendant qui bientôt, d'ici 4 ou 5 ans, n'entendra peut-être plus. Madame Garrick, qui vient ici à vos cours de lecture labiale? Eh bien, j'ai des personnes d'à peu près tous les milieux. Et j'ai des jeunes comme des personnes très âgées. Ce sont des devenus sourds. Ce sont tous des devenus sourds. Même les jeunes sont des devenus sourds d'accidents ou de maladies. Et la difficulté, qui est la plus grande en fait, c'est que les personnes attendent trop longtemps pour venir apprendre la lecture sur les lèvres. Depuis le temps qu'elles n'entendent plus, elles ont appris à deviner. Et c'est là l'erreur. À qui est le paquet? À qui est le paquet? Et en combien de temps, selon vous, peut-on bien lire sur les lèvres? En 6 mois, déjà, vous en sentez l'effet. Je dis à mes élèves qu'ils en percevront déjà l'effet, certainement avant Pâques. À la lecture labiale est associée la conservation de la parole. Oui, parce que lorsque vous devenez sourd, vous n'avez plus le contrôle auditif qui maintient l'articulation correcte. Par conséquent, cette articulation va se détériorer si vous ne donnez pas un moyen de la conserver, autre que Louis, puisque Louis ne peut plus l'aider. Papa a claqué le capot. Je suis devenue sourde en 1 heure de temps. Je suis appareillée d'une oreille
La seconde, malgré tous les efforts, n'accepte pas, gêne la compréhension. Et vous qui savez ce que vous avez perdu en audition, que vous apporte la prothèse? La prothèse, évidemment, n'est pas une oreille. Ça n'est pas un remplacement comme des lunettes qui peuvent vous aider à reprendre une vue normale. La prothèse ne vous permet pas d'entendre comme avec votre oreille naturelle, puisqu'elle ne vous permet pas du tout d'écouter de la musique, d'écouter la radio, d'aller au spectacle. Mais par contre, c'est un apport de bruit qui nous apporte un bruit ambiant. Et en ayant les personnes, nos interlocuteurs en face de nous, qui articulent, mais l'ennui évidemment, c'est de toujours regarder le malentendant, appareillé ou non, c'est indispensable. Et quelle est la réaction de votre entourage? C'est un problème très difficile. Ce problème de la communication que l'on peut avoir avec des étrangers, nous l'avons également dans son environnement proche. Et répéter constamment, recommencer une phrase, agace, agace. Et il faut essayer absolument de se débrouiller seul. Ce n'est pas facile. Je suis allée à la mairie pour renouveler des papiers. Je suis tombée sur une dame qui était très aimable. Mais en me parlant, elle regardait ses papiers, pas moi. Alors j'ai dû lui dire de me regarder en face. Malheureusement, il devait y avoir beaucoup de bruit dans la salle, comme moi, avec mes bourdonnements dans les oreilles. Alors, elle a été assez lourde à comprendre, mais ensuite, je pouvais très bien lire sur ses lèvres. Pas trop vite, je comprends plus. Ouais. Vous parlez trop vite. Vous parlez trop vite. Voilà. Ah bon? Mais ensuite, j'ai très bien compris ce qu'elle m'a dit. Et j'ai pu préparer les papiers qu'il fallait. Et vous-même, cela doit vous arriver assez souvent. Oui, malheureusement, on est obligé de dire aux personnes de relever la tête parce que l'on est malentendant. Et souvent, on les déconcerte parce qu'ils ne savent pas comment parler à un sourd. Parce qu'ils ne savent pas. Vous avez compris? Hein? Ils ne savent pas comment parler à un sourd. Ils ne savent pas comment parler à des sourds. Voilà. Oui. En somme, il vaut mieux dire carrément qu'on n'entend pas Oui, pour faire l'éducation des gens autour de nous. oui. Mais les interlocuteurs ne savent pas quelle attitude adopter pour s'exprimer correctement avec des sourds. Malheureusement, il devait y avoir beaucoup de bruit dans la salle, comme moi, avec mes bourdonnements dans les oreilles. Alors, elle a été assez lourde à comprendre, mais ensuite, je pouvais très bien lire ce que c'était. Voilà, Madame Biache, vous nous disiez tout à l'heure que vous souffriez de bourdonnements. Il n'y a rien à faire contre ces bourdonnements? Absolument pas. J'ai essayé beaucoup de médicaments. Et même les docteurs otorino eux-mêmes ne peuvent pas vous expliquer exactement pourquoi nous avons ces bourdonnements. Lorsque vous lisez sur les lèvres, comment avez-vous appris et est-ce que vous saisissez toutes les paroles? Ah non, c'est impossible. Vous devinez un peu? D'ailleurs, la première des choses, j'ai eu la chance de ne jamais avoir à apprendre. J'ai appris naturellement. Mais il faut bien dire que dans une phrase, on comprend 2 ou 3 mots. Le reste, il faut l'imaginer, il faut chercher à comprendre parce que c'est impossible. Il arrive parfois des méprises parce qu'on croit avoir compris quelque chose et c'est pas ça. Madame Cuif, vous signez, mais vous lisez aussi sur les lèvres. Oui, je me sers de cette moyen de communication parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, je ne comprends pas tous les mots parfois.
quand je suis fatiguée, quand j'ai la flemme. Parce qu'il ne faut pas oublier que la lecture labiale, c'est un travail. Bon. Avec la langue des signes, c'est naturel, on comprend tout. Et on peut participer à la communication générale. Mais vous allez voir que la langue des signes, pour les entendants, les parents entendants d'enfants sourds, n'est pas si facile. Je vous propose de regarder un reportage. Comme pour la lecture labiale, des cours de langue des signes sont maintenant donnés un peu partout en France. Nous en avons filmé un, toujours à l'Institut Saint-Jacques à Paris, qui est organisé 4 fois par semaine par l'Académie de la langue des signes française, avec bien sûr des professeurs adultes sourds. Regardez. L'académie, précisément, qu'est-ce que c'est? C'est pour la communication, pour les parents qui ont des enfants sourds. Où est la communication? Donc l'académie encourage cette communication et on enseigne donc aux parents, on leur apprend à communiquer avec leur enfant. Je voudrais savoir comment M. Braun voit l'avenir de la langue des signes et d'une meilleure communication entre le monde des sourds et celui des entendants. Je rêve toujours, je pense toujours à l'avenir, le monde des sourds, le monde des entendants, comme deux mondes qui peuvent faire un monde unique. C'est un rêve. Quand cela viendra, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, les deux mondes sont en querelle, mais moi je garde l'espoir pour l'avenir de cette communion des deux mondes. Je viens parce que j'ai un fils qui est sourd, profond. Quel âge a-t-il? Il va avoir 8 ans à Noël. Et je me trouvais devant une difficulté de communication avec lui. J'apprends ça comme n'importe quelle autre langue. Et vous j'ai appris l'anglais, mais ça me demande un investissement corporel auquel je n'étais pas du tout habituée. Et je trouve que les enfants sont mieux dans leur peau quand ils connaissent le langage gestuel. Et surtout leur faire apprendre le langage gestuel le plus tôt possible pour qu'ils soient au même niveau que les autres. Parce que ma fille a perdu énormément de temps. C'est une communication avec son enfant comme une mère doit avoir avec son enfant. Lui a commencé en même temps que moi. Et alors, qui avance le plus vite? Je crois que c'est lui qui avance le plus vite. Mais je vois que ça lui apporte énormément. Les médecins m'ont mal indiqué, disant qu'il avait un problème psychologique. Donc j'ai perdu presque un an avant que j'ai su vraiment qu'il était sourd. On était déconseillés pour la langue des signes parce qu'elle avait la voix. Alors, ils nous ont dit que normalement, elle devrait parler, mais elle est sourde profonde et même avec les appareils, c'est pas possible. Il parle plus maintenant parce qu'elle est tout perdue. Mais il s'exprime bien en gestes maintenant. Et du jour où elles ont commencé le langage gestuel, j'ai eu l'impression que vraiment là, elles commençaient à vivre. Monsieur Caspar, je vous voyais réagir à ce film sur la langue des signes. Vous avez complètement mis de côté la langue des signes. Deux choses différentes. Je veux dire, si l'enfant, au départ, l'enfant qu'il est né, il parle, je pense qu'il veut mieux le continuer dans la voix orale. La langue des signes, c'est très bien pour la communication, au départ. Si l'enfant est un peu attardé, ne parle pas, fasse la langue des signes pour la communication, qu'il comprenne la vie. Et ensuite, faire un parallèle oral pour le refaire redevenir normal. Parce que je suis sur la base de le refaire devenir comme les entendants.
Mais vous ne pensez pas que dans le monde des sourds, cette communication par la langue des signes soit importante? Si, c'est important, très important au départ. C'est la communication au départ. C'est la compréhension de l'enfant comme ça, gestuelle. Madame Cliff, au Gallaudet Collège, qui est l'exemple américain, comment ça se passe au point de vue communication, cette communication que vous avez découverte là-bas? Oui. Alors, aux États-Unis, j'ai rencontré des sourds, mais j'ai aussi rencontré des entendants qui étaient des bonnes sourds. Cela veut dire qu'ils savaient communiquer. Et j'ai vu que la relation était excellente, puisque les sourds ne se sentaient pas à l'écart. Vous êtes l'exemple que la langue des signes n'empêche pas de parler. La preuve, je pensais que comme je n'ai pas perdu l'accent du midi, je peux continuer la langue des signes. Et puis, tout à l'heure, M. Gaspard a dit que si l'enfant parle, il faut l'encourager à parler. Mais quand l'enfant est tout petit, il ne parle pas tout de suite. Il faut qu'il puisse commencer par s'exprimer. Il faut le laisser s'exprimer. Alors je voudrais vous montrer maintenant un autre reportage. C'est l'exemple d'un tout petit bébé que nous avons filmé en séance d'appareillage chez Madame Bizaguet, qui est directrice du laboratoire de correction auditive. Et ensuite, dans le même reportage, nous irons à la découverte d'une nouvelle technique de communication qui nous vient des États-Unis, qui s'appelle le cued speech et dont Madame Dabou nous parlera plus en détail tout à l'heure. Voici donc Aurélie qui a 3 mois, Quentin qui a 4 ans, Isabelle qui a 8 ans, tous les 3 atteints de surdité et les 2 plus grands étant éduqués en cued speech. Regardez. Et madame, vous êtes la maman d'Aurélie. Oui. Comment avez-vous eu l'idée, la bonne idée de la faire dépister si tôt? Eh bien... à 18 jours, hein, je crois. 13 jours. À 13 jours, Aurélie oui. a malheureusement un grand frère qui est sourd profond, qui a été appareillé, lui, à 17 mois. Et dès sa naissance, nous avons voulu savoir si elle entendait bien. Et malheureusement, les tests ont prouvé qu'elle était sourde comme son frère. Et alors, vous venez ici pour la faire appareiller? Oui, elle est appareillée depuis 8 jours déjà. Madame Bizaguet, on peut appareiller si tôt un enfant, alors? Oui, dès que le diagnostic est confirmé. Quel est l'intérêt d'un appareillage précoce? Eh bien, je crois que l'intérêt principal, c'est de conserver la voix, le babillage, et que ces enfants aient des voix jolies, avec de belles caractéristiques. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Elle est souris aussi. Tu ôtes tes appareils. Vite, tu vas mettre ton casque. Ferme-les. Voilà. Tiens. Attends, comme ça. Qui t'a donné ce livre? Qui? Maman? Oui? Maman? Dis-moi, maman? Maman. Maman, oui. Alors? Qu'est-ce que c'est ça? Ballon. Un ballon? Oui. Où est le petit chat? Là. Voilà. Je voudrais savoir quel mode de communication vous employez avec ce petit garçon, Quentin, qui a 4 ans et demi et qui est sourd profond de naissance. Alors je parle avec lui ma propre langue, le français, que je complète les petits gestes au niveau du visage pour que tous les phonèmes soient visibles pour lui. Il ne peut pas les entendre. Les phonèmes de la langue française. C'est-à-dire les syllabes, les sons de la langue. Parce que quand
quand on parle, l'enfant sourd regarde les lèvres et il y a de nombreux phonèmes qui sont invisibles sur les lèvres ou alors qui sont semblables, qui sont confondus. Par exemple, que je dis papa, maman, c'est la même image labiale pratiquement. Le peu, be, me sont pareils. Le re est postérieur et n'est pas visible. Le que aussi, si je dis ka ou kra, c'est la même image labiale. Quentin a enlevé son casque, là, qui est donc, si j'ai bien compris, un casque amplificateur. Oui. Sans casque, est-ce qu'il vous comprend en cue speech? Oui, très bien. Oui, parce que le casque lui apporte vraiment très peu de choses. On utilise le casque en situation d'apprentissage du langage pour lui aider à poser sa voix et à articuler. Mais en fait, il entend assez peu. Hein, Quentin, tu vas mettre tes appareils et aller dans la cour. Hein? Où sont tes appareils? Quentin, derrière moi. Là. Tu vois? Et tu mets... Bon, Isabelle, maintenant, tu vas me lire une petite histoire de ton livre de classe. Hein? Tu choisis laquelle? Celle-là, c'est laquelle? Alors, lis-moi et lis-moi le... Madame Dabou, vous vous occupez d'Isabelle, enfin vous êtes occupée d'Isabelle, vous en occupez encore, je crois.
Comment avez-vous découvert vous-même cette méthode, le clip qui a l'air de bien marcher là? Par des publications, d'abord. On avait eu connaissance, je l'avais appris moi-même, je l'avais un peu expérimenté dans ma classe. C'était nouveau. C'était en 76 peut-être. Oui, c'est tout récent et ça vient bien sûr des États-Unis. Oui. Qui l'a inventé? C'est le Dr Cornet aux États-Unis en 67 seulement, c'est assez récent aussi. Oui. Il a fallu 10 ans pour que ça vienne en France. Et alors, est-ce que vous voulez nous faire une petite démonstration? Parce que l'apprentissage dont parlait la maman d'Isabelle tout à l'heure, à savoir la petite feuille de papier sur laquelle on peut apprendre la méthode, vous voyez, cela tient dans 3-4 feuilles comme cela. C'est donc vraiment très peu de choses. Après, bien sûr, il fait une gymnastique de la main. Pouvez-vous nous dire une phrase? Oui, globalement, je peux parler, mais je peux expliquer ce que je fais. Chaque geste est une syllabe. Et les consonnes sont complétées par les configurations des doigts. Mais il y en a 8 en français. Par exemple, maman. Par exemple, maman. Ça, c'est le me. Maman. Constitué à l'endroit du A pour ma et à l'endroit du an pour maman. Maman. Ce qui fait que les enfants sont très aidés pour la lecture labiale, mais que eux, les enfants, ne codent pas. Non. Mais ils sont très aidés parce que ce sont quand les mouvements des lèvres sont semblables, on fait un code différent avec la main. Donc le tulpik, c'est un complément du mouvement des lèvres. Si on fait seulement les gestes sans lecture labiale, on ne peut pas comprendre. La moitié de l'information vient avec la main, l'autre moitié avec les lèvres. Cela n'a rien à voir, je le précise, avec la langue des signes. C'est pas du tout mais une langue. ce n'est pas incompatible. Je veux dire, un enfant élevé en tulpik peut-il aussi plus tard pratiquer la langue des signes, comme le souhaite d'ailleurs la maman d'Isabelle? Absolument. Je crois que l'idéal, c'est de faire des enfants bilingues. Oui. Mais je crois qu'il est important pour des parents entendants qui ont des enfants sourds de pouvoir parler avec leur propre langue, qui est le français. Et par le tulpik, cela paraît vraiment facile et accessible à tous. Il ne faut pas oublier qu'il y a 96% des enfants sourds qui ont des parents entendants. Bien sûr. Mais cela demande une mobilisation extrême des parents, de la part des parents. L'effort vient des parents. L'effort vient des parents, mais quand on pense à la simplification qu'on apporte à l'enfant sourd, beaucoup de parents acceptent de faire cet effort. On commence cette méthode très très tôt avec l'enfant, dès qu'il commence le plus tôt possible, à comprendre. Oui. Et est-ce que c'est une méthode qui marche également avec des adultes devenus sourds? Beaucoup plus difficilement. On n'a pas beaucoup d'expérience en France pour ça, parce que il faut demander à l'entourage de la personne devenue sourde d'apprendre le tulpik. Alors c'est tout de même assez difficile. Et la personne sourde doit aussi apprendre et arrive à faire l'effort. Vous avez constaté uniquement des réussites en tulpik ou il peut aussi y avoir des échecs, des enfants qui n'accrochent pas avec cette méthode? Oui, j'en ai eu parmi mes élèves sûrement, mais des enfants qui n'accrochaient pas au tulpik, ce n'était pas uniquement parce que c'était la méthode tulpik qu'on leur proposait. C'était des enfants qui fuyaient toute communication en fait. Et ces enfants-là, j'avoue que j'en ai eu 2 parmi les 10 élèves que j'ai suivis depuis 1978 à peu près. J'en ai eu 2 qui, au bout de quelques mois, je les ai orientés vers une méthode beaucoup plus gestuelle en pensant faciliter leur communication. Leur expression. Mais il s'est avéré que même avec la langue gestuelle, ils avaient ces difficultés de communication. Monsieur Caspar, vous aviez déjà entendu parler de cette méthode? C'est la première fois que justement je suis intéressé par ça. Peut-être que comme madame a dit, pour toutes, parce que le problème est là, c'est que on est malentendant, et on a du mal avec la personne entendante à faire leur communication. Alors pour toutes les personnes entendantes apprennent ce signe avec le même malentendant, ils arrivent à communiquer et ça fait qu'ils seront plus spontanés. Et moi, ce problème qu'on a sans arrêt, les gestes, et puis là on travaille, on fait tout le temps les gestes, on n'arrive pas à se contrôler, ce qui fait que quand tout le monde saura bien ce que madame
peux faire, je pense que ça sera plus souple. Il y a une traduction de cute speech, du mot cute speech Oui, en français, on dit le langage complété cornet du nom de son inventeur, ou LCC. Mais c'est encore le terme anglais qui prévaut. Toujours. Parce que j'ai cherché dans le dictionnaire anglais, en fait, cute speech, littéralement, la traduction, c'est indication de parole. Oui. En fait, puisque c'est aide à la parole. Oui, Madame Q. Regardez sur ce que M. Caspar a dit. La langue des signes, c'est un moyen naturel. Le coup de speech, c'est un moyen artificiel. Cela ne veut pas dire que je considère le coup de speech comme un moyen qui ne donnera pas de bons résultats. Au contraire, c'est un bon moyen pour apprendre aux enfants à lire sur les lèvres. Mais il ne faut pas mélanger. La langue des signes, c'est un moyen pour communiquer, pour s'exprimer. Voilà. Madame Cuif, une dernière question et nous allons passer à autre chose. La maman d'Isabelle disait qu'elle croyait au bilinguisme et qu'Isabelle apprendrait plus tard la langue des signes. Est-il important de commencer l'apprentissage de la langue des signes très tôt? Oui, le plus tôt possible, parce que les enfants ont beaucoup de choses à exprimer. Il faut leur permettre de s'exprimer. Oui, Madame Dabou. Moi, je pense que le cute speech stimule beaucoup les possibilités d'expression de l'enfant sourd. Et si on ne pratique pas le cute speech d'une manière rigide, pour quand on s'adresse à un tout petit enfant, il y a tout un langage d'action, des gestes de situation, une expression corporelle qui, liée avec le cute speech, permet une communication absolument normale. Bien, nous devions voir un dernier sujet et puis j'ai l'impression que j'ai eu des petits problèmes de chronomètre. Si vous aviez une conclusion sur ces techniques de communication à faire après cette émission, quelle serait-elle, cette conclusion, vis-à-vis des enfants et vis-à-vis des adultes sourds ou devenus sourds? Est-ce qu'on peut faire une synthèse de tout ça? En fait, je crois que le sourd vit dans deux mondes, le monde des entendants et le monde des sourds, et que même si on donne une grande importance au langage gestuel, on ne peut pas négliger la parole et la compréhension orale de l'enfant sourd, de la personne sourde. Je pense que toutes les aides qu'on pourrait apporter pour amener l'enfant à bien connaître le langage et à bien parler, il faut vraiment les utiliser, ces aides-là. Madame Biache? Alors voilà, le problème qui se pose, c'est que dans l'association de devenus sourds, les personnes devenues sourdes ont un mal fou à vouloir essayer d'apprendre et les signes et les cuets de pêche. Pourtant, ils savent très bien que pour communiquer avec justement les sourds de naissance, moi principalement parce que je travaille avec eux, c'est forcément très difficile. Je savais les signes, ça m'aiderait beaucoup et j'espère bien les apprendre. Madame Cuif? Alors, pour moi, je complète ce qu'ont dit les personnes avant moi. Tous les moyens sont bons, parce qu'il ne faut pas oublier que les sourds sont des visuels. Leurs yeux travaillent. Alors, regardez les lèvres, ça n'est pas suffisant pour tout comprendre. Il y a l'expression, il y a les signes, il y a le coup de speech. C'est ce qui nous reste. Merci infiniment en tout cas. Nous voici arrivés au terme de cette émission. Merci à tous d'y avoir participé. Merci à vous aussi qui nous regardez de nous avoir suivis. Et comme toujours, une heure passe bien trop vite. Mais je vous propose de nous retrouver pour la 3e émission de cette série dans quelques semaines. Si vous en êtes d'accord, nous pourrions la consacrer à la formation professionnelle et à l'insertion sociale. Pour cela, nous attendons votre courrier et d'avance, je vous remercie de nous apporter vos témoignages, de nous dire vos expériences, vos problèmes dans le monde du travail, vos difficultés professionnelles parmi les entendants
et surtout vos satisfactions aussi. Sachez que nous avons besoin de vous pour tenter de réussir cette 3e émission et poursuivre notre effort de meilleure compréhension mutuelle. Merci à tous, à très bientôt. Au revoir.